Voici un discours très intéressant, qu'il me fallait partager avec vous. Je pense qu'il sera essentiel de vous entendre parler à la fin de cette vidéo, ou peut-être même pendant que la vidéo se déroule. Faire une pause et écrire ce que vous pensez pour ne pas oublier. Suivons. Comment en sommes-nous arrivés là? Je me suis retrouvée à explorer l'héritage de l'esclavage, l'héritage de la colonisation. Et quand j'ai commencé à creuser encore plus loin et à me poser les questions évidentes qui sont juste sous nos yeux, mais qui, d'une manière ou d'une autre, ne sont pas abordées. Comment diable pouvez-vous raisonnablement vous attendre à ce que des pays africains individuels, qui sont de tout petits pays, mènent ce combat important et crucial sur la scène mondiale, alors que nous sommes de tout petits pays et que nous avons des ressources limitées pour faire face à de tels défis internationaux? Et pourquoi sommes-nous ces tout petits pays que nous sommes? Avec ma propre compréhension personnelle de mon histoire, je sais, venant d'Afrique australe, que je viens de royaumes très puissants. C'était avant la Rhodésie. C'était avant l'Afrique du Sud. Nous étions des royaumes puissants. C'est ainsi qu'ils nous Qu'est-ce que vous en pensez? connaissaient. Quand sommes-nous devenus ces tout petits pays? Grâce à la conférence de Berlin. Vous voyez, les colonisateurs venaient en Afrique depuis plus de 700 ans, en commençant par 300 ans de présence portugaise, suivis de 400 ans d'autres colonisateurs. Ils arrivaient en Afrique de manière très désordonnée. On entendait parler de ce continent incroyable qui avait tout ce dont nous avions besoin, et tout le monde faisait ses valises et courait vers l'Afrique. Alors vous voyez, monsieur, le français ici, il a volé à l'Africain. Puis voilà que monsieur, l'anglais, arrive à son tour. Il commence à voler au français ce que le français a volé à l'Africain. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, voici la Belgique qui vole aux Britanniques ce qu'ils ont volé aux Français. Les Français avaient volé, et avant que vous ne le sachiez, ils se battent entre eux. Ils se battent pour savoir comment se partager le butin pris à l'Africain. Donc, très vite, ils se préparaient à mener une guerre européenne sur le sol africain. Le chancelier d'Allemagne de l'époque, Bismarck, réalisant qu'il s'apprêtait à déclencher une guerre européenne sur le sol africain, a appelé son complice, qui à ce moment-là semait le chaos au Congo, le roi Léopold. Il a dit « Rassemblons tous les colonisateurs, rencontrons-nous à Berlin, en Allemagne, organisons-nous pour pouvoir piller efficacement ces singes ». C'est ainsi qu'en 1884, de novembre à février 1885, les colonisateurs se sont réunis à Berlin. Pas pour l'observer. Avec cela, l'Afrique a prospéré. Ils se sont réunis à Berlin pour s'organiser afin de pouvoir piller efficacement l'Africain. Ils se sont aussi réunis pour une autre raison. Ils se sont également réunis pour s'organiser afin de s'assurer que l'Afrique et ses enfants soient à jamais vaincus et dominés. Je répète. Il y a 135 ans, ils se sont réunis pour s'organiser, pour veiller à ce que l'Afrique et ses enfants, sur le continent africain et à l'étranger, soient à jamais vaincus et dominés, et pour s'assurer que leur avenir soit sécurisé et prospère. 135 ans plus tard, en 2019, rien n'a changé. La conférence de Berlin nous a donné des pays comme la Gambie, Djibouti, le Burundi, la République d'Afrique du Sud, le Togo, le Lesotho, l'Eswatini, et la liste continue, montrant l'impact durable de cette conférence historique sur la formation des nations africaines modernes. En fait, tous, les pays africains. Et ils ont fait une chose de plus. Ils ont pris tous ces petits pays minuscules. Ils avaient cette grande et vieille carte de l'Afrique devant eux, en train de faire leur stratégie. Plus les royaumes étaient puissants, plus ils s'entendaient, plus il y avait de pays qui en sortaient. Et plus il y avait de langues qui en sortaient. Imaginez-vous en train de conduire depuis la Zambie. Vous parlez anglais. Et très vite, vous êtes en Angola, vous parlez portugais. Et très vite, vous êtes en RDC, vous parlez français. Très vite, vous êtes en Guinée équatoriale, vous parlez espagnol. Très vite, vous êtes au Cameroun, vous reparlez anglais. Au nord du Cameroun, c'est le français. Très vite, vous êtes au Nigeria, c'est l'anglais. Qui fait ça? Tout cela a été conçu pour causer la destruction maximale d'un peuple. Donnez-lui une génération, les gens qui étaient autrefois unis ne sauront même plus qu'ils étaient liés.
L'histoire nous dit qu'un mari et une femme se sont couchés en Zambie. À leur réveil, la femme était en Zambie et le mari au Malawi. Voilà à quel point les divisions étaient arbitraires. Les divisions ont été faites à Berlin. Pendant que les Africains étaient sur le continent, s'occupant de leurs affaires, tout cela pour s'assurer que l'Afrique et ses enfants soient à jamais vaincus et dominés. Ces petits pays minuscules ont reçu la même souveraineté. Écoutez-moi bien maintenant. Ces petits pays minuscules, la République centrafricaine, ont la même souveraineté que la Chine. Le Gabon, avec 1,5 million d'habitants, a la même souveraineté que la Chine, que l'Inde, que l'Union européenne. Même les Européens se rendent compte qu'en tant que France, Grande-Bretagne ou Allemagne, ils ne sont pas assez puissants. Alors ils se sont réunis et sont devenus l'Union européenne. Mais les petits pays africains, vous, restez comme vous êtes. Et je dis souvent, si ce monde était un match de boxe, même en boxe, les boxeurs comprennent cela. Les poids lourds avec les poids lourds, les poids moyens avec les poids moyens, les poids légers avec les poids légers. Et les aspirants. Comme mes fils ici, ils doivent aller là-bas. On ne prend pas un boxeur débutant et on le jette contre un boxeur poids lourd. C'est comme prendre mon pauvre mari et le jeter sur le ring face à Muhammad Ali. On ne fait pas ça. Ça ne se fait tout simplement pas. Mais c'est exactement ce qu'ils font à l'Afrique. Comment pouvez-vous prendre le Gabon avec 1,5 million d'habitants, mes frères et sœurs, et jeter le Gabon 1,5 million dans le même ring de boxe que la Chine, 1,3 milliard? Et vous appelez ça de la parité. Et quand le Gabon se fait botter les fesses et que le monde dit « Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Gabon ?» Comment as-tu pu laisser la Chine te battre? Et personne ne va plus loin que ça. Mais attendez, c'est encore mieux. Comme si ce n'était pas assez grave d'avoir découpé l'Afrique en de tout petits pays qui ne pourront jamais s'en sortir seuls. Vous êtes d'accord avec ça? Ok, continuons. Et même s'ils essaient, comme les Africains le font toujours, nous sommes faciles à déstabiliser. Nous avons de petites économies. Il ne faut pas grand-chose pour nous faire tomber. Mes frères et sœurs, si l'un d'entre vous se réveillait un matin et devenait président de l'un de ces pays, et que votre chef de cabinet entre le premier jour et commence à vous lire les choses à faire et à ne pas faire, telles que stipulées par le pacte pour la continuation de la colonisation, quel pouvoir avez-vous? Aucun. Et ce sont ces mêmes pays qui veulent être l'Afrique. Ils ont l'audace de regarder l'Afrique et de dire « Ah, l'Afrique, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi ne pouvez-vous pas tous vous occuper de vous-même » Eh bien, j'ai dit, en vivant sur 500 milliards de dollars sur le continent. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils veulent vous jeter un écran de fumée. Vos dirigeants africains sont corrompus. Eh bien, vous savez, je vous l'accorde. Je veux dire, tous les dirigeants africains ne sont pas corrompus. L'Afrique est une famille. Aucune famille n'est complète sans la tante Sally un peu folle et l'oncle Tom un peu fou. Personne n'est parfait. D'accord, très bien, je vous l'accorde. Leurs propres chiffres disent que 50 milliards sortent d'Afrique à cause de la corruption. Très bien, je vous l'accorde. Mais vous ne voulez pas que je m'engage dans une conversation qui se limite uniquement aux 50 milliards de dollars qui sortent d'Afrique à cause de la corruption. D'abord, vous ne me dites pas où cet argent est allé. Vous me dites simplement qu'il sort d'Afrique. Mais deuxièmement, il y a un voleur encore plus grand. Vous avez deux voleurs, l'un avec une mallette contenant 50 milliards de dollars et l'autre avec une mallette contenant 500 milliards de dollars. Je suis une femme intelligente. Vous voulez que j'ignore celui qui a 500 milliards et que je concentre toute mon énergie sur une valise avec 50? Et d'ici à ce que celui avec 500 milliards ait fini d'investir, on parle de milliers de milliards. Maintenant, voyez-vous à quelle vitesse les fonds issus de la corruption en Afrique deviennent la plus grosse part cachée sous la table? Et ils veulent que vous restiez sous la table. Ainsi, vous n'avez jamais à parler de ce qui est sur la table. Nous devons nous réveiller, Africains. Nous devons réfléchir à notre situation.
Comment en sommes-nous arrivés là? Sommes-nous prêts à laisser la France continuer à nous piller? Et pour combien de temps encore? Sommes-nous prêts à continuer à nous laisser coloniser? Parce que la vérité, c'est qu'aucun d'eux n'a jamais quitté l'Afrique. Ils sont toujours très actifs en Afrique, mais ils vous jettent de petits problèmes stupides. Et à cause de nos esprits colonisés, à cause de nos esprits marqués par l'esclavage, nous suivons simplement, nous refusons de réfléchir. Et je vais ramener cela un peu plus près de nous. Combien de fois certains d'entre vous sont-ils d'origine africaine continentale? Je parlais d'un gars. Oh oui, y en a-t-il? Il y en a beaucoup. Celui-ci se trouve être le Zimbabwe. Je pense qu'il y a des Zimbabwéennes en ville. Oh non, 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 je ne me mélange pas aux Zimbabwéennes. Puis-je avoir un amen? Combien de fois êtes-vous allé en Afrique, vous en tant qu'Africain continental? Vous vous asseyez dans un restaurant pour commander quelque chose? Et nos frères et sœurs caucasiens entrent par hasard. Vous voyez à quelle vitesse nos propres frères et sœurs nous abandonnent pour courir servir nos frères et sœurs caucasiens. Donc oui, nous avons des problèmes avec la France. Oui, nous avons des problèmes avec les anciens colonisateurs. Mais oui aussi, nous avons des problèmes dans nos mentalités. Et c'est là que la véritable bataille doit être menée. Et tant que nous ne nous réveillerons pas pour avoir une conversation sérieuse avec l'image dans le miroir, rien, zéro, nada ne changera en Afrique et rien ne changera nos circonstances. Nous devons donc nous réveiller et être très réalistes quant à qui nous sommes et avoir une conversation sérieuse avec l'image dans le miroir. Et posez-vous des questions très difficiles. Continuez, colonisez. Est-ce que je souffre de l'héritage de l'esclavage? Et si oui, comment puis-je enlever les chaînes de l'esprit? Et c'est à vous d'y faire face individuellement. Personne ne peut mener ce combat à votre place. Aucun niveau d'éducation ne peut vous aider à ce sujet. La question est, en avez-vous assez d'être fatigué, En 1963, nos leaders panafricains se sont réunis pour défaire les frontières qui nous avaient été imposées par la conférence de Berlin. Malheureusement, lorsqu'ils sont allés à Addis Abeba, en Éthiopie, ils étaient divisés. Nous avions le groupe de Casablanca qui étaient les panafricanistes et disaient « l'Afrique pour l'Union africaine, maintenant ». C'était le Ghana, la Guinée, le Mali, l'Égypte, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Les 25 autres pays restants étaient les nationalistes, ils disaient. Allons-y doucement. Donc, ils ont gagné. Nous disons souvent qu'en 1963, lorsque le groupe de Casablanca a malheureusement perdu, l'Afrique a également perdu une opportunité significative. 55 ans plus tard, nous avançons toujours lentement. Mais tout n'est pas perdu. L'année dernière, mes frères et sœurs ont marché à Kigali. Enfin, les chefs d'État africains se sont réunis et ont dit « ça suffit ». Cette folie insensée ne peut absolument pas et ne doit absolument pas continuer. Ils ont donc signé et accepté ce que nous appelons aujourd'hui la zone de libre-échange continentale africaine. 52 pays africains, 52 chefs d'État africains ont signé cet accord. Et après que les dirigeants se soient mis d'accord là-dessus, ils ont dû retourner dans leurs pays respectifs et soumettre cette décision à leur Parlement. Nous appelons cela la ratification. Sur les 52, il ne fallait que 22 pays pour ratifier. Mais je dois vous dire que le monde n'a jamais cru que cela allait se produire. Certains m'ont dit personnellement, ambassadeur, cette zleka, ce sera juste un bout de papier rangé dans un tiroir. Les ratifications, ça prend des années, cela n'arrivera jamais. Eh bien, quand il y a une volonté,
il y a un chemin. En mars 2018, les chefs d'État africains se sont mis d'accord sur la décision historique de la zone de libre-échange continentale africaine, un accord majeur. En mars 2019, exactement 12 mois plus tard, la 22e ratification a été officiellement déposée à l'Union africaine. Un événement significatif pour le continent. Alléluia, le 30 mai de ce mois, une date historique et très attendue, marque le début officiel de la mise en œuvre concrète de la zone de libre-échange continentale africaine. Un accord ambitieux et transformateur qui vise à créer un marché unique pour les biens et services à travers tout le continent africain, promettant ainsi une nouvelle ère de développement économique et d'intégration régionale pour tous les pays membres. Donc l'année dernière a été une année incroyable et il faut rendre à César ce qui appartient à César. Les chefs d'État se sont à nouveau réunis en 2018 pour la zone de libre-échange continentale africaine. Pour réussir, les enfants de l'Afrique doivent être libres de se déplacer, de vivre et de travailler où ils le souhaitent sur le continent. Ils ont signé ce qu'ils appellent les protocoles pour la libre circulation des personnes. Et même si nous sommes en train de passer par le processus de ratification de nombreux pays, plus de 40 pays en Afrique, maintenant les chefs d'État assouplissent leur position. Donc, alors que je me tiens ici, je veux que vous sachiez tous que ce que vous avez entendu sur l'Afrique, enlevez ces lunettes qui sont les plus jeunes. Enlevez ces lunettes qui sont anciennes. Cherchons les lunettes qui vous permettent de regarder votre Afrique avec une vision 2020. C'est un nouveau jour en Afrique. Waouh! Qu'est-ce que vous en pensez? Continuons. Et je ne mâche pas mes mots. La réalité, c'est que le reste du monde pourrait disparaître. Si nous pouvions juste rester avec les États-Unis d'Amérique et l'Afrique, tout irait bien pour nous. Parce que tout ce dont les États-Unis ont besoin se trouve en Afrique. Et tout ce dont l'Afrique a besoin se trouve aux États-Unis. Alors, je suis une femme en mission. Aux États-Unis, que les États-Unis le veuillent ou non, les États-Unis seront inévitablement le meilleur ami et un partenaire essentiel de l'Afrique. Que cela nous plaise ou non, l'Afrique et les États-Unis sont inextricablement liés, formant une union durable et significative. C'est une relation qui doit prospérer. C'est une relation qui aura non seulement beaucoup d'enfants, mais beaucoup de beaux enfants. Et pour que cela se produise, nous devons nous comprendre mutuellement. Les malentendus d'autrefois doivent disparaître. Nous devons réaliser que nos frères et sœurs caucasiens viennent automatiquement à la table des négociations sur leurs grands chevaux se sentant supérieurs. Cela doit changer. Et nous aussi, en tant que Noirs, nous arrivons à la table des négociations en nous sentant inférieurs, déjà abattus. Cela aussi doit changer. Nous avançons en parallèle les uns des autres. Si nous devons être mariés, il ne peut pas y avoir de conversation qui se déroule en parallèle. Mes frères et sœurs caucasiens, s'il vous plaît, descendez de votre piédestal. Et nous devons réaliser que nous valons autant que n'importe qui d'autre. Levons-nous. Et c'est quelque part au milieu que nous nous retrouvons. Et c'est au milieu que nous aurons une conversation sérieuse et significative. C'est cela qui fera que ce mariage sera ce qu'il est censé être. Je suis en mission. Et je n'ai aucun doute dans mon esprit que, ensemble, en regardant notre Afrique avec une vision claire, en comprenant le but, en réalisant que nous avons abandonné une place très importante qui revient à l'Afrique. Et en convenant que nous devons ramener l'Afrique à cette place et laisser l'Afrique occuper sa place. C'est alors et seulement alors que nous pourrons exiger notre respect en tant que Noirs. Non. Personne ne va nous donner ce qui nous revient. Et permettez-moi de m'adresser à vous, les hommes, car vous, en tant qu'hommes noirs, vous nous avez déçus en tant qu'épouses, vous nous avez déçus en tant que fils et filles. Qu'avez-vous fait pour arranger cela?
Rien? Qu'avez-vous fait, vous les hommes noirs, pour arranger cela? Rien, mais nous, les femmes noires, nous vous mettons au défi. Réglez ce problème ou bien nous prendrons les choses en main. Permettez-moi de conclure en vous racontant l'histoire d'une femme appelée Nanaya Ashanti. Elle était la gardienne du tabouret d'or Ashanti. Le gouverneur britannique, dans les années 1900, après avoir vaincu le royaume, arrêté et exilé tous les rois et chefs à l'île Maurice, le roi Ashanti étant déjà emprisonné à l'île Maurice. Il s'en prenait maintenant au tabouret, car voyez-vous, il faut comprendre une chose. L'esprit des Ashanti réside dans ce tabouret, donc lorsque vous prenez ce tabouret d'or, vous prenez l'esprit des Ashanti. Ils allaient l'emmener en Angleterre. Alors les hommes Ashanti sont intervenus. Ils sont allés voir le gouverneur et ont dit « Eh bien, si nous vous donnons ce tabouret, pouvez-vous ramener le roi ?» C'était donc sur le point d'arriver. Ils s'apprêtaient à vendre l'âme du peuple Ashanti. Mais Nanaya Asantewa ne l'a pas accepté. Elle a dit aux hommes « Est-ce cela ?» La force des hommes Ashanti est-elle donc ordinaire? Est-ce que nous, les femmes Ashanti, sommes ici, debout sans défense? Elle dit, ce tabouret ne partira nulle part. Et si vous, les hommes, ne vous battez pas pour défendre ce tabouret, moi et mes compagnes prendrons les armes. Et nous nous battrons jusqu'à ce que la dernière d'entre nous tombe. Alors, elle a fait honte aux hommes qui ont ensuite pris les armes, ont vaillamment combattu les Britanniques et ont finalement sauvé le précieux tabouret d'or. Allez les filles, sauvons le tabouret d'or. Encore une fois, faites-moi savoir ce que vous en pensez. Je pense que c'est très intéressant comme discussion. God bless.